Bonsoir à toutes et à tous. Donc, chronique numéro 96. Alors, dans cette chronique, je vais essayer de faire un petit retour en arrière, puisque un dictateur chassé en ramène un autre. Comme vous pouvez le constater sur cette page, j'ai bel et bien mis le drapeau iranien, en prenant garde de ne pas mettre les oripeaux de la République islamique et également, je dirais, le Shah, donc le soleil des Ariens, ancien lion conquérant, placé sur le drapeau du Shah d'Iran. Alors en février, je dirais 79, la révolution iranienne a été effectuée par un large éventail de forces qui ont été bel et bien trahies et qui ont subi ensuite le joug féroce du gouvernement religieux. Alors pour cette époque, les religieux et les laïcs, unis autour d'un seul but, chasser le Shah Mohammed Reza Pahlavi du pouvoir. Et pendant ce temps, l'ayatollah Ruhollah al-Khomeini, qui avait été exilé par le Shah et représentait son opposition conservatrice, est revenu à Téhéran, après que le Shah ait été forcé et contraint de fuir l'Iran. Les expressions du pouvoir populaire ont émergé, donc les ouvriers ont formé des comités, les femmes des usines ont manifesté pour l'égalité des droits, égalité qui, bien entendu, ont été trahis par la suite, les Kurdes pour l'autonomie, autonomie qui resta finalement lettre morte, et j'en passe des vertes et des pas mûres, car la liste serait longue et, je dirais, fastidieuse. Alors ces mouvements, dès le début, étaient fort divisés. Les organisations, qu'elles soient révolutionnaires ou démocratiques, émergeant des années de répression, étaient populaires, mais politiquement, je dirais, myopes, n'ayons pas peur de le dire. Khomeini, en mélangeant l'anti-impérialisme et le sentiment populiste et religieux, pouvait prendre le pouvoir et commencer à supprimer un à un les mouvements, je dirais, d'opposition. Alors, faisons un petit retour rapide. Ces derniers temps, les protestations croissantes en Iran au cours des dernières années ont amené à suggérer que l'histoire puisse se répéter, je dirais sous la forme d'un autre gouvernement qui pourrait probablement être renversé. C'est une raison pourquoi j'ai commencé cet audio avec un dictateur étant chassé en amène un autre. Alors cependant, je voudrais préciser que les choses n'est pas si aisées que ça, ce n'est pas si simple. Quand on regarde des changements qui se sont produits en Iran au cours des 30 dernières années, on peut considérer que les choses se sont organisées d'une façon imprévisible et différente, aussi bien sur la forme extérieure, avec ce que l'on sait, l'Irak, la Syrie, et donc le changement de régime. Je pense qu'en tout cas, il est fort à parier que ce n'est pas pour l'instant, d'après les informations que nous avons en notre possession. Alors effectivement, il y a des secousses. On peut considérer que des images dramatiques des protestations en Iran faisant face courageusement, je dirais parfois, aux attaques brutales des forces de sécurité du régime, gagnent très justement l'admiration, la sympathie, je dirais, des spectateurs en Occident. Mais elle laisse quand même assez, je dirais d'une façon assez dubitative, ce qui est mon cas, beaucoup d'occidentaux supposaient que c'est un préambule à un changement de régime de Téhéran.
sorte de répétition de l'histoire avec une sorte de distorsion. Après tout, soyons honnêtes, l'Iran a la distinction d'être le seul pays du Moyen-Orient à avoir subi un changement révolutionnaire. Et il y a quelques décennies, cela a commencé comme une protestation de rue. Et les choses ne se sont pas faites du jour au lendemain. Alors, vu objectivement, pourtant, cette prétention est suroptimisée, voire même suroptimisée, si vous me permettez ce terme. Elle esquive des différences cardinales entre le moment actuel et les événements de 78-79, qui ont mené au renversement du Shah d'Iran et à la fondation d'une république islamique sous l'égide, bien entendu, de l'ayatollah Ruhollah al-Khomeini. L'histoire prouve qu'un mouvement révolutionnaire triomphe seulement quand deux facteurs essentiels fusionnent. Il est soutenu par une coalition de différentes classes sociales et il réussit à enrayer la machine du gouvernement du pays et à rompre l'appareil répressif de l'État. Alors, nous allons essayer de qualifier cela en deux mouvements et deux moments. Alors, faisons un examen rapide de la révolution il y a quelques décennies en Iran, et cela s'impose. Alors nous sommes en février 1979. La monarchie autocratique du Shah d'Iran s'est effondrée quand l'économie du pays s'est arrêtée. En raison de grèves successives, non seulement par les négociants religieux du bazar, puisque le bazar est quand même un haut lieu économique, mais également par les fonctionnaires, les travailleurs d'usine, et le circulement finalement au fond, des marchandises. Les ouvriers de gauche du pétrole ont également pris, le train en marche. En même temps, les bases de l'État moderne, les forces armées, les forces spéciales, la police armée et agences d'intelligence, aussi bien que les médias contrôlés par l'État, ont cédé. La démonstration de rue lancée en octobre 1977 par les intellectuels et les professionnels iraniens pour protester contre les violations des droits de l'homme par la sinistre Savak, que fait la police secrète du Shah d'Iran, ont manqué d'un centre, d'un ensemble clé, de demandes cohérentes articulées par une haute personnalité. Et c'est ce qui a finalement changé quand Khomeini, un ayatollah violemment anti-Shah, exilé en Irak, voisin pendant 14 années, et a été amené dans le processus à partir de janvier 1978, et dès lors que, finalement, dans les rangs des protestateurs, ont gonflé d'une façon exponentielle. Aujourd'hui, la question qu'il faut se poser, ce qu'on appelle la question clé, est-ce que les protestations récentes de rue déclenchées par le scrutin présidentiel truqué du juin passé, souvenons-vous, à l'époque de Moussaoui, ont entraîné, plusieurs de ces segments de la société qui ont, à l'origine, ignoré la fraude électorale ou écarté les réclamations à cet effet. Alors l'évidence, soyons honnêtes, suggère que jusqu'ici, les protestations, tout en restant actives et déterminées, se sont coincées dans une ornière. Quoique, en analysant le 27 décembre, le jour rituel saint chiite de la Ashura, se sont étendus aux villes les plus petites pour la première fois, ce qui est resté sans changement, qui est le milieu social des participants. Ils sont en grande partie des jeunes diplômés d'université, bien habillés, équipés de téléphones portables et adeptes de l'Internet, de YouTube, de Facebook et de Twitter. Dans la capitale, qu'ils sont habituellement du Nord, donc aisés. Il faut savoir que la partie sud et la partie... Alors, c'est une ambiguïté complètement, pour le sociologue ou pour le statisticien qui ferait des analyses, ça va être assez étrange. Autant le Nord aisé ne soutient pas le régime, puisqu'ils sont plutôt partisans d'une économie de marché. Pour beaucoup, ceux qui sont rentrés à l'époque des
je dirais, des réglementations de Rafsanjani, sont revenus des États-Unis pour investir. Donc le Nord aisé ne soutient absolument pas la République islamique d'Iran, et le Sud étant pauvre soutient le régime. C'est à comprendre dans l'histoire. En tout cas, c'est un fait établi. Alors, quand je parle du Nord aisé de Téhéran, qui contient environ un tiers de la population de la ville des 9 millions, il est la résidence mille riches dont beaucoup ont des parents en Europe occidentale, et plus particulièrement aux États-Unis, sur la côte Est, donc la Californie. Ils passent souvent leurs vacances en Occident et la plupart sont doués en anglais et à l'aise avec des ordinateurs et dont le gouvernement leur a ouvert un espace important, ce qu'on qualifie comme étant la Silicon Valley iranienne, à la lisière de la capitale. Naturellement, alors que les journalistes et les commentateurs occidentaux s'identifient avec cette section de la société iranienne et focalisent finalement en grande partie sur eux, involontairement, je dirais, ou non, pendant l'automne, revenons un petit peu à un fait d'histoire, de 77, de 1977, aussi de telles personnes ont prédominé dans les protestations de rue contre le Shah. La différence est maintenant dans l'échelle depuis la révolution islamique. Il y a une explosion d'une éducation plus élevée entre 79 et 1989, et même 99, alors que la population a doublé, le nombre de diplômés d'université se développant 9 fois. Il faut savoir que plus de 70% des Iraniens sont bacheliers, chaque père de famille connaît effectivement le cours du dollar, et reprenant d'une base de 430 000 à presque 4 millions, les corps d'étudiants des universités, des grandes écoles, montraient que 3/4 de millions de jeunes Iraniens, cela s'explique dans la vaste taille des protestations de leur uniformité vestimentaire. Les revendications sont plutôt d'ordre matériel et moins idéologique, comme le fut à l'époque de la Révolution de 1979. Peut-être que là où le bas blesse. Maintenant, la première question pour des spécialistes de l'Iran doit être, au cours de 6 derniers mois, un nombre significatif des résidents de basse classe du sud de Téhéran, avec ses 6 millions de personnes, a-t-il, et c'est la question tout à l'heure que j'ai bien traduit, a-t-il joint la protestation? Alors quand on regarde des images que nous possédons et des informations que nous avons, et d'Internet et des chaînes et des individus, également dans les télévisions, des témoignages, la réponse est non. Les Téhéranis du Sud n'utilisent pas le djinn, la mode et toutes les femmes de protestation, je dirais, sembleraient voilées de la tête, je dirais, à l'orteil, sans maquillage apparent. Bon, c'est ce que, finalement, au fond, on constate. Alors c'est Téhéran du Sud qui contient le Grand Bazar, ne l'oublions pas, couvrant 8 km d'allées semblables à des terriers et plus d'une douzaine de mosquées. Ce bazar est l'épine dorsale commerciale de la nation, avec ses rives complexes tissées de la culture commerciale et islamique et de la politique. Son exemple est suivi de tous les autres bazars qu'on appelle bazarim de l'Iran, puisque la référence au prophète Mohammed, qui était lui-même un négociant pour le compte de Khadija ibn Khuwaylid al-Kubra, il y a un rapport symbiotique entre la classe commerciale et la mosquée des débuts de l'islam. L'Iran ne fait pas exception et l'importance de l'influence du bazar ne peut être encore sous-estimée. Après tout, c'était il y a à peine un siècle que le pétrole a été trouvé pour la première fois dans ce pays, alors que l'industrialisation gagnait un équilibre seulement après, je dirais, la Seconde Guerre mondiale. Et donc les négociants du bazar ont commencé à fermer leurs magasins en solidarité pour revenir à cette fameuse révolution avec les protestataires, comme ils l'ont fait pendant le mouvement anti-Shah. Aucun, je dirais, encore ne l'a fait, et
La différence, c'est qu'un des grands tissus sociaux qui fut anti-Shah avait des conséquences pour le pouvoir. Or, les Bazarim ne sont pas contre le gouvernement. Au contraire, ils sont, je dirais, des fins supporters de cette République islamique d'Iran. Alors, laissant de côté la fermeture des magasins, si quelques commerçants du bazar devaient simplement recourir à installer leur propre blog et à joindre les protestations en ligne, ceci attirerait seulement l'attention du régime de l'ayatollah suprême Ali Khamenei et pourtant même le mener à considérer, je dirais, un compromis avec les réformateurs. Maintenant, en outre, je dirais que l'opposition souffre du manque d'une demande clé simple. Pendant le mouvement de 78 à 79, Khomeini a su rassembler et laisser espérer les différentes forces anti-Shah, du clergé chiite le plus conservateur aux groupes marxistes-léninistes les plus révolutionnaires, autour d'une, je dirais, d'une sorte de demande maximum qui en fut, je dirais, l'éviction ou le départ du Shah d'Iran. Alors, Khomeini, pas idiot, qui vendait à l'Occident une image de vieux sage qui allait rentrer à Qom et finalement dans cette prestigieuse université enseigner et remettre le pouvoir à ceux qui en ont les capacités, que nini. Khomeini est parvenu à lier cette alliance difficile et à manier en soutenant les causes de chacune des classes sociales dans la coalition anti-Shah, vendant à l'Occident l'image d'un sage et gardant en son sein des idées très révolutionnaires. Alors les classes moyennes traditionnelles des négociants et artisans ont vu en lui un défenseur de propriété privée et un croyant en les valeurs islamiques. Les classes moyennes modernes l'ont considéré comme un nationaliste radical, commis à mettre fin à la dictature royale et à l'influence étrangère en Iran. La classe ouvrière urbaine l'a soutenu en raison de son engagement répété pour la justice sociale qui pensait, elle, pourrait seulement être réalisée en transférant le pouvoir, je dirais, et la richesse des riches aux nécessiteux. Les pauvres ruraux l'ont vu comme celui qui pourrait leur fournir les terres cultivables, des équipements d'irrigation, des routes, des écoles, l'électricité. Alors, Khomeini a effectué cette tâche surhumaine en maintenant un silence étudié sur des questions controversées telles que la démocratie, le statut des femmes, le rôle du clergé dans la République islamique à l'avenir. Alors, aujourd'hui, le slogan le plus populaire des protestateurs est mort au dictateur, signifiant le guide suprême Khamenei. En farsi, Makhbar dictator. Rime bien, pourtant, n'est certainement pas ce que Moussaoui ou Karoubi veulent. Prenons l'exemple de certains opposants. Sur son site web, Moussaoui a récemment exigé la libération de tous les prisonniers politiques et la modification des lois électorales avec l'application de la liberté d'expression, d'assemblée et de la presse, comme indique la constitution iranienne. Et c'est des raisons pour lesquelles Montazeri avait critiqué sévèrement Khomeini en trahissant cette constitution et donc la lutte contre le Shah d'Iran n'était pas un moyen de se mettre en place afin de recommencer exactement la même gabegie. En bref, il veut réformer le système actuel pour ne pas le renverser. En fait, il n'est pas très loin d'une certaine réforme. Ainsi, il y a un mécanisme dans la Constitution pour le remplacement du guide suprême, l'Assemblée populairement élue de 86 membres d'experts à l'autorité ont le pouvoir de le nommer ou même de l'évincer ou de l'écarter. Alors, dans les faits, soyons honnêtes, cette assemblée est présidée par Ali Akbar Hashemi Rafsanjani.
En tant qu'ancien proche collaborateur de Ayatollah Khomeini, ses qualifications révolutionnaires sont à l'égal d'Ali Khamenei. Rafsanjani a soutenu Moussaoui dans sa campagne présidentielle avec des fonds et des planifications stratégiques. Maintenant, s'il décide, il peut sommer l'Assemblée des experts pour une session d'urgence. Il discute de la crise actuelle provoquée par les divisions au sommet. Normalement, l'Assemblée se réunit seulement 2 fois par an, mais étant un politicien judicieux, puisqu'on l'appelle en Iran l'animal politique, Rafsanjani consulterait d'abord les membres aînés de l'Assemblée individuellement pour prendre la température, parce que jusqu'ici, il n'a pas pu réussir ou il n'a pas voulu faire cet effort de soutien pour une session spéciale. Les raisons sont diverses et variées, je dirais, puisque Khamenei est quand même, Rafsanjani est quand même un des plus riches de l'Iran. Pourquoi changerait-il le régime qui lui garantit de s'enrichir? Soyons honnêtes. À la base, les nombreux blogs oppositionnels et les sites web traitent rarement la grande image. Ils sont principalement concentrés sur mettre la lumière sur la répression brutale et arguer du fait que le régime de Khamenei a dévié d'une manière extravagante de ses racines islamiques et de ses promesses révolutionnaires de justice, de liberté et d'indépendance. Leur critique couvre seulement un aspect important de la situation. Il n'est pas assez, je dirais, pour provoquer le changement du régime du pays. Un deuxième volet complémentaire devrait définir quelques détails au sujet de la façon dont les protestataires veulent voir leur vision de changement réalisée dans, je dirais, la pratique. Pour le moins, l'opposition doit discuter la question, ce qu'elle ne fait pas pour l'instant, ou elle pourrait suivre l'exemple de Moussaoui, qui a laissé finalement tomber sa demande pour un nouveau scrutin présidentiel contrôlé non pas par le ministère de l'Intérieur, mais par un corps non gouvernemental qui a finalement au fond aucun crédit. Ce geste pourrait tôt ou tard ouvrir la voie pour un compromis avec le président en place et qui pourrait mener à un gouvernement d'unité nationale composé de ses partisans et de ses chefs d'opposition. Mais là, on spécule. Ce qui est une possibilité, puisque de toute façon, aujourd'hui, ce régime est complètement opaque. Alors, essayons d'analyser avec les outils que nous possédons. Essayons d'être le plus, je dirais, le plus objectif possible. Alors, une des principales différences entre 1979 et aujourd'hui est que l'Internet présente une grande opportunité d'un genre de discussion qui était impensable jusqu'à il y a une décennie. D'autre part, ce que le mouvement de 79 et l'actuel ont en commun est l'idée de faire une utilisation politique des jours religieux chiites, la coutume islamique de commémorer une personne morte le 40e jour de son décès, en la qualité de l'imam Hussein, aussi bien que du complexe de martyr encrié parmi les chiites. C'est l'ayatollah Khomeini qui a frayé un chemin à une telle tactique. Il a uniformément employé le 40e jour de deuil pour les martyrs du régime et pour entraîner les foules derrière. Et toujours plus grande et plus enthousiaste dans les rues à utiliser le mois saint du Ramadan pour charger la nation de la ferveur révolutionnaire. Les tentatives des chefs d'opposition d'aujourd'hui de suivre l'exemple de Khomeini n'ont pas réussi principalement parce que leur camp manque d'un chef religieux de sa, je dirais, stature. Le coup mortel que Khomeini a donné à la configuration du régime du Shah a été la fatawa, le décret religieux, qu'il a publié décrétant que le tir sur les manifestants sans armes était équivalent à la mise à feu, je dirais, d'une copie du Coran, dont effectivement le régime aujourd'hui applique exactement les mêmes méthodes. La plupart des soldats du Shah étant appelés chiites et souvent jeunes, ont accepté l'interprétation de Khomeini et bon nombre d'entre eux avaient déjà perdu la foi dans leur commandant
après que des employés de banque aient indiqué qu'en septembre 78, que les dirigeants supérieurs de l'armée avaient transféré de vastes sommes à l'étranger, et peu savent que, avant le Shah ait quitté l'Iran en janvier 79, la force de l'armée était descendue à 300 000 jusqu'à, je dirais, 100 000, principalement dû aux désertions et, je dirais, à l'intervention des différentes masses dans les casernes et dont l'armée décréta l'allégeance à Khomeini. En revanche, il y a peu d'évidence jusqu'ici que les forces de sécurité du régime actuel, les fameux gardiens de la révolution, les fameux pastarans, fortement endoctrinés, ce qu'on appelle également la milice des Basiji ou la police armée, hésitent devant les forces de l'ordre de briser vers des démonstrations par la force. De son côté, je dirais même que le régime avertit du danger de créer des martyrs, et cela pourrait créer un précédent historique, et faire attention pour faire une utilisation minimale du tir mortel, de la dispersion des foules en protestation. Alors, pendant 12 mois, soyons honnêtes, du mouvement révolutionnaire qui s'était tiré de 78 à 79, l'utilisation aveugle de tirs mortels par les forces spéciales du régime du Shah a provoqué entre, je dirais, 10 000 et 20 000 morts. Le chiffre de gouvernement, selon eux, est de 40 000. Les statistiques de l'opposition sont plus importantes, ce qui était évident. Pendant les 6 mois de protestation de cette rue, cette fois-ci, la totale, selon l'opposition, cela est défini à 500 000. Alors revenons à certains facteurs qui ont été utilisés. Les Iraniens sont très nationalistes, une sorte de fierté de leur civilisation, fiers de 2500 ans. Le nationalisme a été un facteur clé également. Et si cette interprétation, je dirais, de la situation actuelle en Iran s'est concentrée seulement sur la dynamique politique interne, cela ne signifie pas que les forces externes sont sans importance. Étant donné la signification géostratégique de l'Iran dans la région et dans le monde, n'importe quel mouvement et des gouvernements occidentaux peu amicaux contre Téhéran est fait pour changer la situation intérieure nettement. Également, je dirais, les voisins sunnites qui ont une sorte d'animosité, le régime d'Arabie Saoudite, du Qatar, de l'Émirat arabe, des États-Unis, qui finalement garantissent au pouvoir d'utiliser le nationalisme comme joker et prétextant au peuple qu'il pourrait être envahi par ces derniers. Bon. Maintenant, si les puissances occidentales, par exemple, réussissaient à augmenter les sanctions économiques contre Téhéran par le Conseil de sécurité des Nations Unies, l'opposition cesserait assurément ses protestations et coopérerait fatalement avec le gouvernement, étant donné que cela toucherait le peuple. Donc vous voyez, les sanctions ne sont là que pour toucher la population, car le gouvernement sait se protéger. C'est une forme de repousser, finalement, au fond, et de garantir le pouvoir de ceux qui sont en place, ce qui, à mon sens, est une tactique très mauvaise, mais enfin bon. Alors n'oublions pas qu'avec une histoire fière s'étirant sur 6 millénaires, les Iraniens se sont transformés en nationalistes dévoués dans les temps modernes, et c'est un simple sinon facteur que les leaders de l'Ouest ne peuvent pas se permettre d'ignorer. Alors, il faut bien être clair là-dessus. J'ai expliqué avec mes modestes moyens et informations de ce que je connais. Pour l'instant, l'Iran n'est pas dans une position de pouvoir changer de régime. Je le déplore, mais c'est une réalité. Tant ses voisins, qui sont de plus en plus agressifs, garantissent à ce pouvoir
au sommet de se maintenir, et finalement, dans la jeunesse qui aujourd'hui vit plus sur Internet et se soucie peu de politique, le laisse effectivement à la fameuse malédiction du religieux. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté pour cet audio, et je vous dis à la prochaine. Merci à vous.